Bonjour Olivier Bonjour Benjamin. et bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire numéro 6 qui cette fois va concerner les différences entre les postes DECT et Wi-Fi. Alors, pour débuter, on va vous faire un petit rappel sur la technologie DECT. Donc DECT qui veut dire Digital et Handset Cordless Telecommunications. Donc technologie sans fil utilisée en entreprise qui permet aux combinés de communiquer avec le système téléphonique via un réseau dédié, fiable et sécurisé. On va passer rapidement sur cette slide puisque derrière ce sera expliqué un petit peu plus en détail. En gros, cette technologie utilise c'est de la radio qui utilise du 1,88 à 1,90 GHz en Europe. Gestion dynamique des canaux et des fréquences, des communications chiffrées et plusieurs combinés et appels en simultané. Ouais, avant de basculer sur la slide suivante, c'est important cette notion de fréquence parce que c'est pas la même partout dans le monde. Donc il faut faire attention avec le DECT à ne pas acheter des équipements qui sont faits pour la Chine par exemple, puisque la Chine ça va être du 2400 MHz, ou pour les États-Unis. Donc bien faire attention si vous mettez du DECT à acheter les équipements en France ou tout du moins en Europe pour être sûr que vous soyez dans la légalité. Donc fonctionnement du DECT, c'est très simple, on va procéder par étapes. Tout d'abord, on vient connecter la borne DECT à notre IPBX présent en entreprise. Ensuite, on vient coupler les combinés à la borne. Les communications sont donc transmises par ondes radio dédiées. Quand on va se déplacer, le combiné va passer d'une borne à une autre. À partir du moment où il va capter une autre borne et que le signal de l'une va devenir plus faible, il va directement basculer sur une nouvelle borne. Les communications sont donc, comme je le disais, sécurisées et nous avons une bonne continuité des appels. Donc, comme le schéma l'explique, en fait, si vous voulez, on a toujours une communication qui va se faire. On a un rayon sur lequel le combiné va capter les ondes radio des bornes. C'est ça. Il faut que le combiné voit bien sûr la deuxième borne avant de pouvoir s'enregistrer dessus. On va donc passer au Wi-Fi. Donc, petit rappel sur le Wi-Fi. Donc là, pareil, on va faire exactement comme on a fait pour le DECT, en le passant rapidement puisqu'on a une slide qui arrive derrière, un petit peu comme avant. Donc, utilisation de l'infrastructure Wi-Fi existante, très important à savoir. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que l'entreprise ait une infrastructure Wi-Fi. Communication sécurisée et chiffrée. Donc, le roaming est automatique entre les points d'accès. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait une bonne communication Wi-Fi et que, en plus de ça, il y ait quand même plusieurs bornes si on a un minimum d'espace. Et la qualité de service pour la voix. Donc, comme tout à l'heure, ce qui est important, c'est on vient connecter directement se connecter au réseau Wi-Fi. On authentifie l'utilisateur, on enregistre directement le poste sur l'IPBX. Le transport des appels se fait donc par le réseau IP et on a de la mobilité grâce au roaming Wi-Fi. Donc, à la grande différence du DECT, comme nous le disions tout à l'heure, là c'est la qualité du réseau Wi-Fi qui va faire que l'appel sera de qualité et sans interruption. Oui, il faut un déploiement de réseau Wi-Fi parfait ou presque parfait. Et comme l'a dit Benjamin, cette fois, c'est pas les bornes qui viennent se connecter sur l'IPBX, mais bien les combiner directement. Donc on a un intermédiaire en moins. Au niveau du roaming, ça fonctionne pareil que pour le DECT. Roaming un petit peu plus sensible à la marque, modèle et technologie utilisée sur les bornes Wi-Fi. Donc parfois un petit peu plus chaotique, mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors, on a un petit comparatif un petit peu chargé, pardonnez-nous, mais un comparatif vraiment complet. Donc, nous allons partir des critères au milieu, au niveau de l'infrastructure. Donc, le DECT nécessite des bornes dédiées, alors que le Wi-Fi, comme nous venons de le dire, utilise le réseau Wi-Fi existant d'entreprise. Le coût de déploiement. Donc, évidemment, on va avoir un coût un petit peu plus élevé sur du DECT puisqu'on a les bornes à rajouter sur l'infrastructure. Donc, on va devoir payer ces bornes-là, alors que sur un poste Wi-Fi, on va avoir accès à l'infrastructure en place. La qualité de voix. Donc, le DECT, on gagne vraiment en qualité de voix, alors que sur le Wi-Fi,
Ça va surtout dépendre de la qualité du Wi-Fi en entreprise, de la qualité de la fibre que vous pouvez avoir et du débit que vous avez. La mobilité, alors excellente, oui, dans les deux cas, mais ça, quoi qu'il en soit, ça va aussi être en rapport avec la qualité de l'infrastructure en place. C'est ça. Sur le roaming en Wi-Fi, c'est un protocole particulier. Je ne veux pas dire de bêtises, ça doit être le 802.11r ou K, j'ai un doute. Donc il faut que les bornes soient capables de faire ça, et il faut que les combinés le soient aussi. Si les deux ont cette capacité, normalement le roaming ça se fait de manière presque transparente. Si c'est pas le cas, on va être un peu plus sur quelque chose d'artisanal où le combiné va perdre le signal de la première borne, va se connecter à la deuxième, mais avec éventuellement un petit trou dans la communication. Donc ça peut donner des communications coupées si on se déplace rapidement et souvent d'une borne à l'autre dans le cadre du Wi-Fi. Alors que dans le cadre du DECT, on a une garantie que le combiné se connecte de manière transparente. Alors, garantie bien sûr uniquement si on prend des bornes et des combinés multicell, c'est-à-dire qui ont cette capacité à faire du handover d'une borne à l'autre. C'est pas le cas de toutes. D'accord, sur les combinés bornes DECT, premier prix, on va dire en général on est sur du monocell, c'est-à-dire un combiné s'accroche à une et unique borne. Pour ceux qui connaissent un petit peu notre gamme IPC, nous allons avoir par exemple la borne IPC 30 qui va être monocell ou dual cell si on en monte deux ensemble, et c'est le maximum de ce qu'on peut monter ensemble, ou alors l'IPC 50 qui elle va être multicell. C'est ça. Ensuite, au niveau de la portée radio, donc le DECT c'est ce qu'on peut faire de mieux en couverture. En termes du Wi-Fi, ça va dépendre du nombre de points d'accès. Densité d'utilisateurs, idem, on va avoir une petite limite au niveau du Wi-Fi puisque partage de bande passante avec les autres usages, alors que on va être complètement indépendant avec le DECT. Résistance aux interférences très élevée pour le DECT qui est entre guillemets un réseau à part entière lui-même, alors que sur le Wi-Fi, ça va être plus sensible à la saturation. Le déploiement multisite. Donc oui, petit point positif sur le Wi-Fi, ça exploite l'infrastructure existante. Alors que sur le DECT, ça nécessite des bornes sur chaque site. D'accord ? Autonomie des combinés généralement supérieure sur du DECT par rapport à du Wi-Fi. Et enfin, au niveau de la maintenance, c'est vrai que au niveau de le DECT va être un petit peu plus, on va dire, fastidieux à gérer, mais de manière générale pour une qualité globale supérieure. Du coup, oui, si on peut résumer, donc le DECT, il est plutôt idéal pour tout ce qui va être grosse infrastructure, besoin en termes de qualité élevée, un client qui n'a pas vraiment de limite au niveau budget, hein, c'est ça. Et le Wi-Fi, on va être plutôt sur des petits sites, des clients qui sont un peu plus proches de leur budget, ou quand le réseau Wi-Fi est parfaitement géré et qu'on veut réutiliser l'infrastructure. Mais en général, quand c'est des gens qui sont relativement proches de leur budget et qui sont très serrés, le réseau Wi-Fi, en général, il va avec les contraintes de ces personnes-là. Donc, c'est pas forcément les meilleurs. Ils vont pas avoir forcément les meilleures infrastructures Wi-Fi. Donc, il faut faire très attention à ça, bien vérifier le cahier des charges et bien expliquer le pourquoi du comment. Si c'est alors tout va dépendre du type de société ou d'établissement ou quoi que ce soit, mais si c'est des gens qui font du commerce, il est bien évident que la perte d'appel va être beaucoup plus dommageable que si c'est, on va dire, quelque chose de beaucoup moins lié à du business. Ouais, c'est ça. Un garage voiture, un poste Wi-Fi, aucun souci. Typiquement, hein. Coiffeur, ce genre d'activité où, bon, s'ils ont un appel qui est coupé, c'est pas grave. Par contre, effectivement, un service commercial, les équiper en réseau Wi-Fi, c'est peut-être un peu plus aléatoire. Ok, on va passer à la partie un peu plus technique. Là, l'objectif, c'est pas de faire une leçon, d'accord ? Par contre, je vais essayer de vous apporter
le plus d'informations techniques possible pour que vous puissiez expliquer au client le choix à faire. Je vous le dis tout de suite, c'est pas une leçon, je suis pas professeur de physique, de physique des ondes. C'est surtout des informations qui viennent de notre propre expérience. Voilà, il peut y avoir quelques erreurs qui se sont glissées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire remarquer. On va essayer de rester sur des choses de bon sens et faciles à expliquer aux clients. Au niveau des questions à se poser, quand vous allez voir chez un de vos clients, vous allez vouloir lui vendre soit une solution DECT, soit une solution Wi-Fi. Le client vous dit qu'il souhaite avoir des téléphones sans fil. Il va falloir se poser au niveau technique quelques questions. Des questions sur l'environnement radio du client. Déjà, première chose, dans quel environnement radio est-ce qu'il évolue? Des questions sur la surface à couvrir. Est-ce que j'ai un bâtiment entier de 12 000 m² ou est-ce que j'ai juste un petit bureau? Est-ce que mon client va avoir besoin de passer d'une borne à l'autre, de faire du handover, ou est-ce qu'il est plutôt statique? Il est par exemple dans 10 m² et il a juste besoin de se déplacer d'un bureau à l'autre. Est-ce que les communications sans fil sont critiques? Est-ce que mon client, s'il est coupé en pleine communication parce qu'il sort d'une zone de couverture, c'est grave ou pas? Et enfin, est-ce qu'on peut avoir de légères pertes sur la qualité de communication en cas de perturbation radio ou pas? C'est les points auxquels on va essayer de répondre dans les slides qui suivent en vous donnant des informations un peu plus techniques. Du coup, sur tous ces points, l'environnement radio du client, le point le plus important qu'il va falloir regarder, c'est la fréquence qu'il va falloir utiliser. La fréquence qui est utilisée par la borne DECT et la borne Wi-Fi. Au niveau de la surface, ça va être également la fréquence qui va nous aider à répondre à ça et également le nombre de bornes à installer. Donc là, on est plutôt sur un aspect financier. Sur la partie handover roaming, ça va être le protocole qui va permettre de faire celui-ci. Donc on l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, le Wi-Fi a un protocole particulier, donc il va falloir y faire attention. Le DECT, normalement, c'est automatique sur les bornes, si celle-ci le supporte. La communication, est-ce qu'elle est critique? Et ben là, on va faire attention à une garantie de disponibilité, une durée de vie des batteries, des équipements, et la simplicité d'utilisation de ceux-ci. Ça va être les critères qui vont permettre de répondre à cette question. Et enfin, la qualité des communications. Et là, on va en général réfléchir à est-ce qu'on privilégie plutôt la qualité de la communication, le débit, quelle fréquence on va utiliser, faire attention à la saturation de celle-ci. Donc on rejoint les fréquences à utiliser. Ne pas sous-estimer en fait, ce cahier des charges est vraiment très important parce que de ce cahier des charges va dépendre vraiment la satisfaction de votre client, donc et votre satisfaction derrière. C'est ça. Donc c'est hyper important de bien vous focaliser sur ces questions-là. On va dire que c'est la base de l'infrastructure qui sera mise en place. Tout à fait. Pour revenir donc sur le premier point, l'environnement radio. Donc bon, ça paraît évident, je pense à tout le monde, mais c'est un rappel. La fréquence, on la mesure en Hertz. Il y a une petite faute de frappe, c'est bien avec un Z à la fin. Donc 1 Hertz, c'est une oscillation par seconde. En général, on représente les ondes comme vous savez, des remous sur une flaque ou sur un lac, comme à droite. Donc une oscillation, c'est on part d'ici et on arrive de nouveau à ici. 1 Hz, c'est très peu. On est plutôt sur des fréquences en général de 800, 1000, 2000, 5000 MHz. Donc vraiment des fréquences très élevées. Les règles de base à retenir, elles sont simples. Plus la fréquence est basse, plus je porte loin à puissance égale, mieux je traverse les obstacles et moins je transmets de données à la fois. D'accord? Plus la fréquence est haute, moins je porte en termes de distance à puissance égale, moins je traverse les obstacles et plus je transmets de données à la fois. Donc, c'est pour ça que quand on parle de fréquence, souvent, on sait que
tout ce qui va être, par exemple, pour les fréquences téléphonie, du 900-700 MHz, en général, on transmet moins d'informations à la fois que du 2600, par exemple. Donc, c'est la règle de base. Si je veux privilégier la portée, je vais réduire ma fréquence. Si je veux privilégier la quantité de données, je vais augmenter ma fréquence. Au niveau de la puissance, puisque la fréquence c'est la première des choses, mais après, je peux parler plus ou moins fort. La puissance, elle est exprimée en watts ou en décibels sur milliwatts. On l'a dit, plus la puissance est élevée, plus je vais porter loin. On peut faire l'analogie avec quelqu'un qui parle dans un mégaphone. S'il parle doucement dans le mégaphone, on va l'entendre quand on n'est pas très loin. Par contre, si on est à plusieurs centaines de mètres, on va rien entendre du tout. Plus il va parler fort dans le mégaphone, s'il va hurler dans le mégaphone, on va l'entendre bien depuis une distance plus élevée. Par contre, attention, on va commencer à avoir des interférences. En fait, on va l'entendre de plus loin, mais on va aussi entendre tout ce qu'il y a autour. Et puis quelqu'un qui va être très proche du mégaphone, il va plus rien entendre, lui, pour le coup. Donc, en général, on essaye d'utiliser le moins de puissance possible. Le but, c'est pas de saturer mon environnement radio avec un équipement qui hurle des informations, alors qu'en fait, en général, je vais essayer de l'entendre en étant pas très très loin de son point d'émission. Donc ça, c'est super, super important. C'est le piège du déploiement Wi-Fi, en l'occurrence. Je vois beaucoup de déploiements Wi-Fi où les partenaires y mettent au niveau des paramètres Wi-Fi puissance maximale, en se disant je veux que ça porte loin, je veux qu'on m'entende super bien, je mets la puissance maximum. C'est vraiment la pire des choses à faire, la pire des configurations à faire. On limite la puissance d'émission. Le but, c'est d'essayer de faire une étude sur place pour voir où est-ce que j'ai besoin de capter, où est-ce que j'ai pas besoin de capter, et je vais limiter au maximum la puissance pour que là où j'ai besoin de capter, je capte, et puis si je capte pas à un endroit où j'ai plus besoin, c'est pas grave. Voyez ça comme un peu de la pollution. Si vous mettez une borne radio dans votre bureau, que vous avez des bureaux voisins, que vous mettez la puissance au max, les bureaux voisins, ils vont être obligés également de parler le plus fort possible pour s'entendre, parce que ça va leur faire du bruit. Donc ça veut dire que ça va générer du bruit chez vous aussi. On respecte ses voisins, on fait pas la fête comme des fous, on limite la puissance d'émission pour que ceux qui veulent parler doucement puissent parler doucement. Au niveau de la mesure de la qualité de réception, on a deux critères principaux. On a les décibels sur milliwatts. En général, sur les équipements radio, ça se voit sous le terme RSSI. C'est une valeur qui est toujours négative. Elle va de 0 à moins 100, on va dire. Grosso modo, vous serez quasiment jamais à plus de moins 30. Donc, moins 30 décibels mètres, c'est une incroyable qualité. Grosso modo, vous êtes assis sur la borne Wi-Fi ou la borne DECT. Alors que moins 90 décibels, on va être sur un signal qui est quasiment inutilisable, voire inutilisable. Donc cette qualité de réception, c'est le premier critère à regarder quand vous faites votre étude. Où est-ce que vous êtes à une bonne qualité? Grosso modo, on va dire 60 décibels, 70 décibels, c'est tout à fait exploitable. 80 décibels, on est vraiment sur quelque chose de limite. 90 décibels, vous oubliez. Donc si vous devez faire un déploiement, cherchez cette valeur de 60, 70 décibels, 75, vraiment grand maximum. Si vous arrivez à ces valeurs-là, ça veut dire que soit il faut augmenter la puissance d'émission, soit il faut rajouter des bornes. Et enfin, il y a le bruit. Donc le bruit, c'est tout le reste de l'environnement radio qu'il y a autour. Si on reste sur l'analogie de quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui parle dans son mégaphone, les gens parlent à côté, discutent entre eux, c'est ça le bruit. Donc si j'ai d'autres personnes qui parlent dans un mégaphone, qui peuvent être d'autres bornes Wi-Fi, d'autres bornes DECT, plus elles parlent fort, plus elles vont me faire du bruit à moi aussi. Et le signal que moi j'émets, ce rapport par rapport au bruit, c'est finalement la qualité de l'information que l'équipement va recevoir. S'il reçoit un rapport signal-bruit très élevé, ça veut dire qu'il entend très bien son signal par rapport au bruit. Il n'a aucun problème au niveau de l'équipement pour décoder le signal. Si par contre c'est faible, voire négatif, c'est possible que ce soit négatif, ça veut dire qu'il entend mieux le bruit que le signal. Ça ne veut pas dire qu'il va être incapable d'en extraire le signal grâce à des maths. Je suis nul en maths, donc je ne pourrais pas vous l'expliquer. Mais ça va être plus difficile pour lui d'extraire l'information du signal par rapport au bruit. Donc c'est les deux critères
RSSI, SNR, Signal to Noise Ratio, hein, en général c'est indiqué comme ça, qu'il faut regarder quand vous faites votre étude pour placer vos bornes ou pour dimensionner votre réseau Wi-Fi. Ensuite, un petit point sur les antennes et sur les câbles. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis, mais c'est important. Au niveau d'une antenne, l'antenne, elle a ce qu'on appelle un diagramme d'émission. C'est-à-dire que, grosso modo, quand vous allez envoyer de la puissance dans l'antenne, elle va répartir cette puissance plus ou moins bien autour d'elle. Une antenne isotrope, c'est l'antenne idéale. Il faut imaginer qu'elle émet partout autour d'elle de façon égale. Vous avez votre antenne et vous voyez une boule autour qui représente finalement la manière dont elle émet. C'est jamais le cas, c'est une antenne idéale, c'est impossible à obtenir. On est plutôt sur des diagrammes qui vont ressembler un peu à celui de droite. Alors on a deux manières de montrer des diagrammes, on peut les voir vus de dessus, ça va être l'émission horizontale, ou vus de côté, ça va être l'émission verticale. Ici par exemple on a plutôt un diagramme d'émission verticale dans ce qui est représenté. Les antennes en général sur les équipements Wi-Fi de ECT, ce sont ce qu'on appelle des antennes monopôles. Rarement autre chose, ça peut être des duopôles, mais c'est rarement le cas. L'antenne monopôle, c'est l'antenne bâton qu'on connaît, c'est-à-dire qu'en gros, elle va émettre via le bout de métal qui est dans l'antenne, et il y a ce qu'on appelle un plan de masse qui va être représenté par le sol ou une surface métallique en dessous de l'antenne. En général, ces antennes, elles sont plutôt efficaces pour émettre à 360 degrés autour de l'objet sur un plan horizontal. Par contre, sur le plan vertical, c'est beaucoup moins bon. On va un peu retrouver le diagramme qu'on a représenté sur la droite, hein, qui n'est pas forcément un diagramme très parlant tel quel, mais grosso modo, on va avoir ce qu'on appelle des lobes. Donc, on a un lobe qui va partir comme ça, qui va aller jusqu'au plan de masse, et vous voyez qu'au niveau vertical, on va avoir plus ou moins une zone silencieuse. Ces antennes, ça peut être intéressant quand vous choisissez du matériel de demander au fabricant de vous fournir le diagramme de l'antenne. Ça vous permet de voir s'il y a des zones dans lesquelles vous serez dans le silence. Sur les bornes DECT par exemple qu'on fournit nous, elles sont presque sur un diagramme isotrope. C'est pas vraiment le cas, hein. On peut vous fournir le diagramme, on voit qu'il y a des zones qui sont un peu moins couvertes, mais on est vraiment sur quelque chose de plutôt optimal. Attention, sur ces antennes, ça dépend aussi de l'endroit où vous les mettez. Si vous les mettez face à une surface métallique, les ondes vont être absorbées ou rebondir sur la surface métallique et ça va modifier le diagramme de l'antenne. Donc on réfléchit grosso modo quand on déploie les bornes à où on les place en s'imaginant un petit peu finalement cette espèce de donut, comment est-ce qu'il va rebondir sur les surfaces. Par rapport à ce qu'on m'a déjà demandé, sur les antennes déportées, sur certains équipements, on peut mettre des antennes déportées. N'oubliez pas que la qualité du câble fait aussi partie de l'équation. Un câble d'une antenne déportée de mauvaise qualité, tout fin, très souple, ça va être des décibels de perdu. Il n'y a pas vraiment d'abac, mais sur certains câbles, on peut perdre jusqu'à 3 décibels par mètre. 3 décibels si on divise par 2 la puissance d'émission, telle qu'elle va être émise par l'antenne. Donc vous voyez, ça peut aller très vite. Si j'ai 6 mètres, ben, je vais perdre 3 décibels par mètre. Plus un câble est de bonne qualité, plus il est épais. Plus il est épais, plus il est difficile à tordre. Plus il est difficile à tordre, plus ça va être compliqué de le déployer. Donc l'antenne externalisée, c'est super si on fait attention au câble. Donc je vais résumer. La qualité de l'installation, elle va dépendre de la fréquence utilisée, on va y revenir, la saturation du spectre radio, est-ce que des gens hurlent à côté de moi ou pas, la puissance d'émission, est-ce que je dois parler fort pour qu'on m'entende, et la qualité de mon antenne. Maintenant, on va s'intéresser à comment est-ce qu'on transmet les données. Alors là, pareil, c'est un petit peu technique. On a grosso modo 2 méthodes de transmission des données, en fait 2 méthodes pour utiliser notre bande passante. La première, la FDMA, Frequency Division Multiplexing Access. Grosso modo, c'est on va diviser notre fréquence en canaux. Ça, on le connaît tous via le Wi-Fi, canal 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pour le Wi-Fi classique, et il y en a un petit peu plus sur le 5 GHz. Donc là, on va allouer à un utilisateur ou un service un canal. On va dire, voilà, moi j'utilise ma fréquence de X à Y MHz, et c'est moi qui parle dedans, et les autres, ils parleront dans une autre fréquence.
Ça ne veut pas dire que d'autres personnes ne peuvent pas utiliser le même canal, mais s'ils utilisent le même canal, on vient se brouiller. Donc en général, les équipements qui utilisent cette méthode-là, ils vont écouter les canaux, ils vont essayer d'utiliser un canal qui n'est pas déjà utilisé. Les canaux peuvent être multiplexés, on peut parler sur plusieurs canaux à la fois pour étendre la bande passante, pouvoir émettre plus de données. Deuxième méthode pour parler, cette fois, si on va sur une même fréquence, utiliser une division par le temps. Donc Time Division Multiple Access, TDMA. Cette fois, on va découper le temps en morceaux. Et on va dire, mais toi, tu peux parler pendant ce temps-là, toi pendant ce temps-là, toi pendant ce temps-là. Et sur une même durée de temps, un utilisateur va parler toutes les X nano-millisecondes. Donc là, on alloue à chaque équipement un time slot, un moment où il peut parler, et le reste du temps, il doit impérativement rester silencieux. Donc là, cette fois, on voit qu'on est sur une durée pendant laquelle on a le droit de parler plutôt qu'une fréquence. Donc le TDMA, quand on parle en fonction du temps, l'intérêt cette fois c'est d'utiliser moins de fréquences. On va avoir une, deux, trois, plusieurs fréquences, mais pour chaque fréquence, on va pouvoir mettre plusieurs personnes dessus. Le gros avantage de cette techno, c'est la latence. Elle est stricte puisque on parle tout le temps au même moment. On est capable de mesurer cette latence et de s'assurer qu'elle ne vient pas, qu'on va jamais avoir plus d'un certain temps entre deux moments où on a parlé. La deuxième intérêt, c'est cette fois sur l'économie d'énergie. Quand un équipement parle, il émet de l'énergie et après, pendant tout le reste du temps, il va se mettre en silence. Donc, il va arrêter de consommer de l'énergie. Donc, sur un équipement qui est porté avec une batterie, tel qu'un téléphone DECT, un téléphone Wi-Fi, le choix du TDMA, ça permet de maximiser la consommation d'énergie. Enfin, maximiser l'économie sur la consommation d'énergie plutôt. Le choix du FDMA ou OFDMA, c'est quand on multiplexe les fréquences, et du CSMA, j'en ai pas parlé, mais c'est l'ancienne technologie qui était utilisée par le Wi-Fi. Cette fois, c'est d'essayer de transmettre le plus de données possible en utilisant des fréquences plus larges. Donc le but, c'est de maximiser le débit, et non pas la latence ou la faible consommation. C'est plus flexible. Cette fois, on n'a personne qui doit dire « toi, tu as le droit de parler à ce moment, toi, tu as le droit de parler à ce moment », de manière centralisée. Cette fois, chacun va se débrouiller comme il veut. C'est-à-dire qu'un équipement, il va tout simplement regarder si quelqu'un parle, si personne ne parle, il va y aller, il va parler tout le temps où il a besoin de parler. Donc, c'est pas centralisé, c'est chaque équipement doit faire attention à ce qu'il y a autour de lui. C'est plus simple à mettre en place, puisqu'il n'y a pas cette centralisation. Chaque équipement va parler quand il veut. Et ça permet à plus d'utilisateurs de partager la même fréquence. Alors ça a des avantages, le fait de devoir écouter avant de parler. Si un équipement ne le fait pas, il peut monopoliser et générer du bruit, comme on l'a vu. Alors que sur le TDMA, normalement, c'est plutôt centralisé avec un policier qui va nous dire « attention, tu as le droit ou tu n'as pas le droit ». Et enfin, la modulation permet de réguler comment on transmet les données. Alors, je vais y parler ici de deux modulations qui sont celles utilisées par le Wi-Fi et le DECT. La GMSK, me demandez pas ce que ça veut dire, je crois que c'est Gaussian Modulation quelque chose. Le principe, c'est que c'est quelque chose de très simple à mettre en œuvre, très robuste, ça consomme très peu d'énergie puisque c'est simple à mettre en œuvre. Par contre, on va avoir un débit qui va être faible, mais avec une grosse résistance aux interférences. Donc là, on priorise la qualité de communication par rapport à la quantité de communication. Et enfin, le BPSK, QPSK et QAM, alors c'est plutôt sur ce dernier qu'on va retrouver aujourd'hui sur le Wi-Fi en particulier. Cette fois, le but, c'est d'augmenter le débit, donc d'envoyer le plus d'informations à la fois, mais on va retrouver une sensibilité plus élevée au bruit, une sensibilité aux perturbations, par contre une bonne résistance au multitrajet, à la réflexion du signal. Voilà, c'était un peu rébarbatif, un peu touffu, mais c'est les informations à connaître pour comprendre comment est-ce qu'on parle dans le DECT et le Wi-Fi. Disons que ce qui est important là-dedans, et ça c'est quelque chose qu'on pourra vous transmettre, le document on peut vous le transmettre après, c'est bien parce que ça vous donne une idée du cahier des charges qui doit être rempli pour faire un choix qui soit le plus pertinent possible, et pour vous en termes de support, et pour votre client en termes de confort. Donc là, nous, le document,
on va enlever les 2-3 coquilles Oui. de faute de frappe que j'avais pas vu dans l'urgence, mais ça peut être un outil dont vous pouvez vous servir régulièrement quand vous avez un cahier des charges à remplir pour un de vos clients. Hyper important, pratique. Vous n'êtes pas obligé de consulter tous les slides, hein, vous prenez que ce qui vous est utile, mais sincèrement, ça peut être un très bon rappel. Voilà, les slides qu'on a vus là, on peut à la limite les exclure du document si on doit le présenter à un client. Par contre, celles qui vont venir maintenant sont peut-être plus importantes. En utilisant les informations qu'on a récupérées ici, dont on a parlé, en fait, on va pouvoir aller résumer et expliquer au client pourquoi est-ce qu'on choisit telle ou technologie. Si on doit résumer, sur le critère de la fréquence, on a dit plus la fréquence est basse, plus je porte loin à puissance constante. On voit que le DECT, il a une fréquence de 1900 MHz, à peu près 1880-1900. Alors que le Wi-Fi, on va être entre 2400 et jusqu'à 7000 MHz. Alors, j'ai pas mis, il y a un Wi-Fi qui s'appelle le Wi-Fi Halo, dont on parlera bientôt, puisqu'on commence à avoir des équipements qui l'utilisent. On est sur une fréquence qu'on appelle sub-gigahertz, c'est-à-dire qu'on est sur du 800-900 MHz, donc en dessous du DECT. Donc, si on l'exclut pour l'instant, parce qu'on n'a pas assez de retour sur le terrain pour savoir si ça marche bien, si on l'exclut pour l'instant, si on doit chercher uniquement l'objectif de la fréquence, et donc de la portée, on va dire, le DECT, on voit tout de suite qu'à puissance égale, il va porter plus loin que le réseau Wi-Fi. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie moins d'antennes, moins de bruit. Au niveau de la puissance d'émission, sur le DECT, en Europe, on est sur du 250 mW, alors que sur le Wi-Fi, on est sur du 100 mW. Là, je parle pour le Wi-Fi, parce que c'est un petit peu la jungle, de ce qui est autorisé en France. Attention, on trouve des équipements qui peuvent aller jusqu'à 4 watts, donc 4000 milliwatts, qui sont absolument interdits en France. Mais en France, on est limité à 100 milliwatts sur du 2400 MHz. Alors sur le 5000 MHz, on peut monter jusqu'à 1 watt, mais uniquement en point à point. Donc ça ne va pas nous concerner pour du point multipoint, c'est-à-dire ce qu'on cherche à faire ici, plusieurs équipements qui parlent à un unique point. Petite parenthèse, si vous devez équiper des équipements, des sites, vous avez 2 sites. Alors, on sort un petit peu de la côté DECT versus Wi-Fi, mais ça me semble intéressant. Si vous avez un bâtiment qui a la fibre et un bâtiment à quelques centaines de mètres qui ne l'a pas, vous pouvez utiliser cette stratégie du Wi-Fi en point-à-point sur un réseau 5 GHz à 1 watt pour raccorder les deux réseaux, enfin les deux bâtiments ensemble et profiter de la fibre du premier bâtiment. Si c'est quelque chose que vous cherchez à faire, je peux vous donner des conseils là-dessus. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, donc j'ai une expérience personnelle là-dessus. Ça marche très bien quand on le fait proprement. C'était une petite parenthèse. Au niveau de la transmission, on a parlé du TDMA, FDMA. Et bien, le DECT, il utilise les deux. C'est-à-dire qu'au niveau du DECT, vous avez un certain nombre de canaux. En l'occurrence, c'est 12 canaux, 12 fréquences radio. Donc 12 fréquences distinctes. Et pour chaque fréquence, on va découper le temps en 10 ou 12 time slots, 10 de mémoire. Donc on va pouvoir parler sur une fréquence et avoir plusieurs équipements qui utilisent la même fréquence mais qui ne parlent pas en même temps. Au niveau du Wi-Fi, on l'a vu, ce sera du FDMA principalement. Donc là, on découpe par usager. Un usager va utiliser une fréquence, mais par contre, c'est un petit peu la jungle à qui parle quand. Donc le DECT ici, il sera moins sensible aux perturbations, au bruit, alors que le Wi-Fi le sera un peu plus. Par contre, le Wi-Fi, on aura plus de données qui pourront être transmises. Au niveau de la modulation, le DECT va utiliser GMSK. Donc rappelez-vous, GMSK, très faible débit, très faible débit, mais par contre, grande résilience au bruit, capacité de décodage plus simple. Donc grosso modo, on va plus facilement extraire l'information, même si on a moins. Alors que le Wi-Fi, on cherche beaucoup plus le débit. Donc on va utiliser d'autres modulation, principalement la QAM. Les deux autres, c'est vraiment quand on est sur une faible qualité, donc là il y a très peu de débit. Là, c'est très sensible au bruit. Plus on va avoir un nombre de symboles, ce qu'on appelle un nombre de symboles, c'est-à-dire un nombre d'informations données à la fois en QAM, plus on va être sensible au bruit. Quel impact ça a tout ça, ces 4 informations? Et ben, c'est que sur la portée, au niveau des ECT, pour une borne, on va avoir une portée moyenne à élevée. Si on veut être conservateur, prudent, on va dire que une antenne de ECT dans un environnement normal, elle va apporter à une trentaine de mètres de rayon, ce qui est pas mal. Une borne Wi-Fi, ça peut être beaucoup moins, surtout si vous avez des murs.
Dans la réalité, on peut monter à beaucoup plus. Sur le champ libre, le DECT peut monter à 300 mètres. Bon, c'est vraiment sur du champ libre. Mais en intérieur, même avec des murs, il nous est déjà arrivé de faire du 60-80 mètres sur des environnements simples avec du placo en DECT. Le Wi-Fi, 80 mètres, ça va être beaucoup plus difficile à obtenir. Et si vous l'obtenez, vous aurez énormément de bruit, énormément de perturbations, donc un gros risque de perte de paquets et donc de problématiques de qualité audio. Au niveau de l'environnement radio, le DECT, la fréquence 1900 MHz, alors c'est en plein milieu des fréquences GSM, mais l'environnement, il est plutôt silencieux. Parce qu'il n'y a que le GSM et le DECT qui vont utiliser cette zone-là. Donc, on est plutôt tranquille. Alors, à part certains cas très particuliers, si vous êtes à côté d'un aéroport, effectivement, le DECT peut être perturbé par le radar de l'aéroport, mais on est vraiment sur des cas très particuliers. Par contre, le Wi-Fi, c'est la jungle. Sur les fréquences 2400 MHz, qu'on appelle les fréquences ISM, ce sont des fréquences sans licence, c'est-à-dire que vous pouvez, sous réserve de ne pas émettre à plus d'un certain nombre de milliwatts ou décibels, utiliser un équipement sur cette fréquence. On retrouve le Bluetooth, on retrouve le Wi-Fi, on retrouve tout ce qui va être micro sans fil, des drones, tout ce qui va être télécommande de drones ou de modélisme. Donc c'est un peu la jungle, donc ça veut dire énormément de perturbations. C'est pour ça que sur le Wi-Fi, en général, on essaye, dans la mesure du possible, d'utiliser plutôt les fréquences en 5 GHz. Qui dit fréquence en 5 GHz dit plus de bande passante, super, mais moins de portée. Voilà, donc on est obligé d'émettre plus fort pour pouvoir aller à la même portée. Or, on va avoir des limites qui sont imposées par le régulateur. Donc, 5 GHz, on est obligé de multiplier les bornes Wi-Fi. La résistance aux perturbations, GMSK plus TDMA, FDMA, on a une excellente résistance aux perturbations pour le DECT, alors qu'elle est faible pour le Wi-Fi, comme on l'a expliqué, à cause du FDMA et de la puissance d'émission et de la fréquence. Donc, quand on cherche la qualité, on part sur le DECT. Quand on cherche le débit, on part sur le Wi-Fi avec un risque. Alors, est-ce que la technologie en elle-même est adaptée à la communication temps réel? Ça, c'est mon avis. Pour moi, le Wi-Fi, c'est vraiment discutable. Ça n'a pas été prévu à la base pour, finalement, en tout cas sur le Wi-Fi qu'on utilise pour les ordinateurs et les téléphones, émettre des informations en temps réel. On est plutôt sur des protocoles où on va avoir la possibilité de réémettre de l'information. Donc quand vous avez votre ordinateur qui est connecté en Wi-Fi, vous pouvez avoir l'impression que tout va bien, alors qu'en fait votre ordinateur il est en permanence perturbé et il est obligé en permanence de réenvoyer des informations. Vous ne le voyez pas, ça va très vite. Vous ouvrez une page web, elle met un dixième de seconde de plus à s'ouvrir que s'il n'y avait pas de perturbation. Vous ne le voyez pas. Par contre, sur de la voix, si des informations sont perdues, elles ne sont pas réémises par le système de téléphonie ou par le téléphone. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, on entend ça. Donc, les informations sont perdues, elles ne sont pas réémises. Sur le DECT, vu qu'il y a très peu d'utilisateurs sur la fréquence, vu qu'on est sur une modulation simple, vu qu'on émet à une plus grande puissance, tout ça fait que c'est beaucoup plus adapté au temps réel. Et enfin, sur la notion de coût, qui est malheureusement celle que regarde le client, le DECT coûte plus cher. Effectivement, si le client a déjà un réseau Wi-Fi, il faut qu'il rachète des bornes DECT. Oui, ça coûte plus cher, mais ça permet d'avoir une meilleure qualité. Et il faut bien prendre en considération que oui, ça coûte plus cher. Par contre, est-ce que ça coûte pas plus cher que de perdre des appels ou d'avoir une mauvaise qualité qui va finir par, on va dire, agacer les propres clients de votre client? C'est dans le cahier des charges, c'est quelque chose d'extrêmement important. On a une époque où communiquer de la bonne manière avec efficacité est plus qu'important. Donc c'est pour moi, ça reste la plus grosse priorité. Le coût de 1, 2 ou 3 bornes en plus va être nettement moins élevé que la perte de 10, 15, 20, 30 clients agacés. Tout à fait. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on doit choisir? Alors, c'est mon avis personnel. Ça peut varier d'un client à l'autre, donc il faut adapter cet avis au client, mais vous pouvez lui présenter. Quand est-ce que je choisis le Wi-Fi? Quand est-ce que le Wi-Fi est le meilleur choix? Quand mon client met la partie financière en premier. Si votre client vous dit mais j'ai déjà un réseau Wi-Fi, je ne veux pas dépenser 1 euro de plus pour un autre réseau, malheureusement, vous aurez du mal à lui faire avaler le coût du déploiement du DECT.
C'est souvent le premier critère du client et c'est à vous de l'amener sur les critères de qualité en lui expliquant tout ce qu'on vient de dire. Donc on a dit énormément de choses, revenez dessus à tête reposée, mais vous allez voir que ça a du sens. On choisit le Wi-Fi quand son infrastructure Wi-Fi est excellente. Idéalement, quand vous la maîtrisez, quand c'est vous qui l'avez installé ou qui allez l'installer. Là, vous pouvez partir de manière plutôt confiante sur le Wi-Fi parce que vous allez être en mesure d'adapter l'infrastructure, de changer les puissances d'émission, de choisir la bonne fréquence comme vous le souhaitez. On choisit le Wi-Fi quand le client refuse, et pas pour une question de coût, un déploiement Wi-Fi DECT. Ça nous est déjà arrivé que des clients nous disent j'ai déjà du Wi-Fi, je refuse, et c'est pas une question de coût d'avoir du DECT. Ça peut être une problématique technique, hein, j'ai pas envie de refaire un câblage, j'ai pas envie d'avoir une technologie qui souvent est perçue comme quelque chose d'un petit peu ancien, le DECT, alors que ça devrait pas, hein, le Wi-Fi c'est aussi quelque chose d'ancien, ça date de 97, donc c'est pas tout neuf. Si vous déployez vous-même l'infrastructure Wi-Fi, comme je l'ai dit, si vous la maîtrisez, ça peut être un bon choix. Si vous êtes prêt à accepter donc d'avoir des perturbations de temps en temps, avec un voisin qui s'installe, qui émet comme un bourrin sur la même fréquence, il faut aller changer de fréquence, donc pendant quelques temps, le client va se plaindre. Si c'est quelque chose d'acceptable, pourquoi pas? Et de manière générale, je dirais que si le client n'a pas besoin d'une installation multicellule, donc il a juste un bureau à couvrir, et vous savez que le Wi-Fi couvre tout, bah, partez sur le Wi-Fi. Ça peut être un bon choix parce qu'au niveau économie, ça va plaire aux clients. N'oubliez pas de dire à votre client le financier. Le financier, c'est une histoire, c'est un petit peu comme le début, c'est une histoire de balance. Il faut voir ce que la perte peut peut engendrer. Donc le financier, c'est oui, ce qui va sortir, mais ce qui peut éventuellement gagner avec une meilleure communication, c'est important aussi. Oui. Et justement, dans la balance, quand est-ce qu'on choisit le DECT? Pareil, c'est mon avis personnel. Si le client vous explique que la qualité de service, c'est vraiment essentiel, vous dit mais moi je peux pas me permettre d'avoir des problèmes sur ma partie qualité audio, partez sur le DECT. Ne cherchez pas la complication avec le Wi-Fi, même s'il vous dit j'ai un super réseau Wi-Fi. Si vraiment c'est quelque chose d'impératif pour lui, expliquez-lui que le DECT, vous n'aurez pas mieux au niveau qualité. Donc, pas de coupure, appel d'une qualité irréprochable, on partira plutôt sur le DECT. Si le client a déjà une infrastructure Wi-Fi et qu'elle vous semble un petit peu bancale, il a mis 3 bornes Wi-Fi un petit peu au pif, où il vous dit j'ai une super box Wi-Fi, je capte super bien, regardez, j'ai 150 mégabits par seconde sur mon ordinateur. Attention, c'est pas vous qui l'avez déployé, c'est peut-être dangereux. D'ailleurs, à ce propos, c'est pas parce que j'ai un bon débit en Wi-Fi que ça va être de bonne qualité. Rappelez-vous que quand on fait une mesure de débit, l'ordinateur, il peut réémettre des paquets qui ont été perdus. On le fera jamais avec la voix. Si vous devez couvrir une large zone industrielle, encore plus, avec des rayonnages, des choses comme ça, le Wi-Fi aura plus de mal que le DECT, du fait des fréquences plus élevées. Donc dans ce cas-là, privilégiez la partie DECT. Si l'environnement radio est saturé, et ça c'est facile à voir, hein, vous prenez un scanner sur votre ordinateur, il y a des applications qui permettent de scanner les fréquences Wi-Fi, vous le lancez, vous regardez ce qu'il y a. Si vous voyez qu'il y a tout l'immeuble du voisin qui vient saturer la partie radio en Wi-Fi, ça veut dire que vous aurez énormément de bruit, donc des problèmes de qualité. Si vous devez faire l'installation multicellule, ça va avec la couverture large zone. Je vous conseille plutôt le DECT pour les problématiques de roaming dont on a parlé. En Wi-Fi, c'est un petit peu plus aléatoire. Ça rejoint le point suivant, si le handover doit être d'une qualité irréprochable. Alors, vous pouvez partir sur le Wi-Fi si le client vous dit oui, je dois couvrir tout le bâtiment, mais finalement, je téléphone jamais en me déplaçant. C'est juste que je veux avoir mon combiné Wi-Fi, je vais pouvoir appeler de partout, mais je me déplace jamais. À ce moment-là, le Wi-Fi va très bien marcher, il n'y aura pas trop de soucis. Par contre, s'il doit pouvoir basculer d'une zone à l'autre en communication, mieux vaut opter sur le DECT. Si vous n'avez pas la main sur le réseau Wi-Fi, si le réseau Wi-Fi est géré par un prestataire distant, si c'est le client qui a posé une box, si c'est un vieux truc qui a été posé là et même le client ne sait pas comment le gérer, surtout ne partez pas sur le Wi-Fi, vous allez vous courir à la catastrophe. Et enfin, dans le cas où votre client vous dit je vous souhaiterais que la partie DECT voix ne transite pas avec les données, dans ce cas-là, partez sur le DECT. Vous serez vraiment sur des fréquences complètement différentes et vous serez sur un environnement
différents. Voilà. Du coup, normalement, vous avez à peu près toutes les billes pour savoir quoi choisir et expliquer à votre client pourquoi vous choisissez l'une ou l'autre technologie. Vous avez les cartes en main, vous êtes toujours, vous pouvez, vous le savez, toujours nous poser des questions. Si vous souhaitez le document PowerPoint pour vous faire des petits reminders, c'est tout à fait possible. On peut vous le faire passer, c'est sans aucun problème. Et vous savez que quoi qu'il en soit, on est toujours là pour vous aider. Alors sur les questions, est-ce que je peux utiliser les bornes, les combinés DCT d'une autre marque sur les bornes? Non, pas avec nous malheureusement. Ça c'est ce qu'on appelle le gap. Ça permet d'utiliser en fait les combinés d'une marque sur une autre en DECT, hein, j'entends. C'est pas le cas chez nous. Alors c'est vraiment en plus pas une très bonne idée parce que le gap c'est vraiment je peux juste appeler, raccrocher. En général il n'y a aucun autre service, mise en attente, ce genre de choses il y aura pas. Si c'est pour faire des économies de bout de chandelle, réfléchissez à comment est-ce qu'il est amorti l'installation d'un système DECT. C'est amorti sur 5 ans. S'il faut changer des combinés, honnêtement, c'est mieux. D'autant plus si vous héritez de combinés qui n'ont pas été vendus par vous. Qu'est-ce que vous allez faire le jour où ils vont tomber en panne? Il va falloir en vendre un. Le client va vous demander des batteries. Vous aurez du mal à lui fournir. Vous allez avoir des problématiques. Ah tiens, j'arrive plus à connecter mon équipement sur la borne. Et c'est vous qui allez passer du temps là-dessus pour économiser quelques centaines d'euros sur l'installation, c'est une mauvaise idée. Comment est-ce que je sais si mon réseau Wi-Fi existant est de bonne qualité? C'est difficile à répondre. Évitez les marques grand public. Si votre client vous montre qu'il a une box, même les box en fait, il vous dit regardez j'ai une Livebox, c'est super, je couvre partout. Oui, quand vous êtes proche de la box. Gardez toujours ça en mémoire. Finalement, ce qui va faire la qualité, c'est le bruit, la puissance d'émission. Sinon, tout simplement se déplacer avec son smartphone, juste son smartphone, et une application que vous pouvez télécharger, installer, Wi-Fi Analyzer, ce genre d'application, vous permet de voir la puissance de réception, la saturation. Ce sont des bonnes pistes. Ensuite, pour choisir vous, si vous devez faire un déploiement Wi-Fi, si vous n'avez jamais fait, on peut vous aider, mais c'est pas notre métier. Moi, je peux vous orienter vers une société, Wi-Fi France. Je sais qu'ils font beaucoup d'installations sur mesure, vraiment complexes. Vous pouvez les contacter, ils pourront vous faire des devis pour vous aider à installer. Ça peut être quelque chose que vous rajoutez à votre arc d'ailleurs, hein, une activité en plus de déploiement de bornes Wi-Fi. Si vous le faites bien, ça peut générer des revenus en plus. C'est pas notre métier. Voilà, moi je peux vous donner des pistes là-dessus, mais nous, l'objectif c'est pas de venir vous faire l'installation avec vous. Dans les marques, Microtik, Ubiquiti sont des excellentes marques pour tout ce qui est déploiement Wi-Fi. TP-Link, Netgear, pourquoi pas, si vous y mettez le prix. Donc attention à tout ce qui va être à 20 € sur Internet. Voilà. Oui, sur la question des répéteurs, excellente question. Non, surtout pas. Surtout pas de répéteurs. Et même en DECT. On en a au catalogue. Ne les achetez pas. Si vous répétez un signal Wi-Fi DECT, rappelez-vous que vous répétez tout ce qu'il y a sur la fréquence. Ça veut dire le signal et le bruit. Le principe du répéteur, c'est Benjamin me dit une information, il me la chuchote dans l'oreille et moi je vais la répéter. Je suis dans un environnement bruyant, il y a des gens qui parlent, il vient me chuchoter dans l'oreille, enfin tout du moins il me parle. J'entends la phrase qu'il me dit et je vais la répéter à côté. Mais je vais la répéter avec tout ce que j'ai entendu à côté. Donc ça veut dire que je vais répéter le bruit plus fort. Donc le répéteur, c'est vraiment la solution de dernier recours, surtout en Wi-Fi. En DECT, ça peut mieux passer parce qu'on est sur des fréquences qui sont moins bruyantes. Mais en Wi-Fi, jamais, 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 jamais de répéteur. Jamais. Sauf si ce sont des répéteurs qui sont connectés via un réseau Ethernet. Mais en fait, autant mettre un access point à ce moment-là, donc une borne Wi-Fi normale. Donc le répéteur, pour tout ce qui va être téléphonie, ça va être une catastrophe. Donc répéteur de Free, etc. Vous oubliez. Et même pour votre data Wi-Fi, ne mettez pas de répéteur. Mettez un access point connecté via un réseau câblé. Et comme je vous l'ai dit, si vous devez relier deux équipes, enfin deux bâtiments et que vous n'avez pas de réseau câblé, faites un pont Wi-Fi, mais en pointe à point, avec des antennes directives, des antennes qui vraiment vont avoir un faisceau comme ça, qui vont devoir se voir vraiment littéralement comme ça. C'est-à-dire que si elles sont comme ça, elles ne se parlent plus. Et là, on va limiter les perturbations radio.
n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Et s'il y en a, de toute manière, il ne faut pas hésiter à venir nous les Voilà. poser en direct. Soit vous nous appelez, vous nous mettez un petit mail ou quoi que ce soit, et on se fera de toute manière un plaisir d'y répondre. Ok, il n'y a pas d'autres questions a priori. Je vous propose qu'on mette un terme au webinar. C'était compliqué, c'était long, c'était dense. Beaucoup de slides. C'est beaucoup de slides. C'était compliqué. Encore une fois, je suis pas un professionnel, je suis pas radio-amateur ou autre. J'espère qu'il y aura pas des radio-amateurs dans l'assistance. Sinon, je pense que je vais me faire enguirlander sur certaines informations que j'aurais données. S'il y en a, n'hésitez pas à me le dire si j'ai fait des erreurs, et auquel cas on les mettra en commentaire sur la vidéo si nécessaire. En tout cas, on vous remercie d'avoir été présent ou d'avoir regardé la vidéo en replay. Et s'il y a la moindre question, vous revenez vers nous, on se fera un plaisir d'y répondre. Merci à Beaucoup. tous. À une prochaine fois. Au revoir.